Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Christophe, un diagonaliste chevronné qui partagera son expérience des diagonales et de la longue distance de manière plus générale. Bonjour Christophe, merci de participer à ce podcast. Peux-tu te présenter? Bonjour Marc, Christophe, 56 ans, donc l'âge moyen du diagonaliste, hein, donc je suis vraiment dans la cible. 5 diagonales au compteur, on en reparlera, et donc je fais de la longue distance depuis 5 ans. J'ai découvert la longue distance donc il y a 5 ans exactement, et c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, je dirais, fait partie intégrante de ma vie et des plaisirs que je peux avoir au quotidien. Et puis, avant de démarrer, je pense que je voudrais te remercier sincèrement parce que je pense que ton podcast, il est vraiment enrichissant pour peut-être des gens qui découvrent les diagonales, mais aussi pour des gens comme nous, hein. Et puis, on découvre des personnages, hein. Il n'y a pas que le fait de parler de diagonale, on découvre des personnages extraordinaires, hein. L'énergie de Pascal, enfin, moi, je me souviens, Jojo, évidemment, inégalable, hein. J'ai diagonaliste que je connaissais, que je connais beaucoup, mais par son site, hein. On va en reparler tout à l'heure. Et puis la fraîcheur de Karine, la passion de Clémence, enfin tous ces gens-là, j'ai trouvé les performances d'Eddie. Enfin vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir en tout cas à t'écouter et ça me fait vraiment plaisir de participer tout modestement à mon niveau à ton podcast. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas. Tu m'as dit que tu as commencé en 2019, ça veut dire juste avant le Covid. Comment tu as rencontré les diagonales? Quel a été ton parcours? Alors c'est vrai que c'est assez étrange parce que j'étais un petit rouleur, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait du vélo du dimanche, hein, et encore quand c'était le dimanche, mais parfois c'était même plus court que ça. Donc je faisais des toutes petites sorties, hein, de 50-60 km, c'était mon grand maximum. Et puis en 2019, j'ai croisé un groupe du club d'à côté de chez moi qui s'appelait le l'USAC Andernos, et j'ai fait une sortie avec eux et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de reprendre une licence. Donc j'ai pris une licence de vélo dans ce club en 2019, qui n'est pas du tout un club, je dirais, spécialisé dans les longues distances, hein, c'est un club classique de vélo, mais qui participait à un challenge en Gironde, qui est le challenge des randonneurs aquitains autonomes, qui est le club de longue distance de la Gironde, et qui est mon club aujourd'hui d'ailleurs, et je les salue bien ce soir. Et ce club donc organise un challenge pour l'ensemble des clubs de la région, où à partir du nombre de kilomètres que font les différents clubs dans les différentes organisations longue distance des randonneurs. Et donc cette année 2019, donc le club d'Andernos s'est dit, mais il faut venir faire le 150 km pour marquer des points, etc., etc. Et donc, je me suis présenté à 150 km sans avoir jamais fait plus de 90-100 km. Et en fait, j'étais tout de suite séduit. C'est-à-dire que alors, ça a vraiment été une révélation. Je pense que j'ai découvert que c'était fait pour moi, ou en tout cas que j'y prenais beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si c'est fait pour moi parce que ça, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait 150 km avec des émotions, des souvenirs, des plaisirs, à la fois dans la rencontre des gens éminemment sympathiques, des gens qui sont dans la transmission. J'ai trouvé ça extraordinaire aussi. Et puis de faire découvrir cette passion de la longue distance. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire en plus, c'est que cette année 2019, on a fait le brevet fédéral sous un temps épouvantable, hein, et donc c'est pas vraiment parce que la météo était avec nous que j'y ai pris beaucoup de plaisir, puisqu'on était vraiment sous des torrents d'eau, mais ça a rajouté, je dirais, au côté un petit peu extraordinaire de cette épreuve de 150 km. Je sais pas si on peut appeler ça de la longue distance, mais pour moi déjà, c'était quelque chose d'exceptionnel pour le petit cycliste que j'étais. Et donc après ce brevet, j'ai dit pourquoi pas faire le 200. Et puis le 200 s'est passé aussi de manière tout à fait très très agréable avec d'autres personnes croisées. Et puis j'ai poussé jusqu'au 300 cette année-là. Et là, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu continues de développer parce que ça, vraiment, c'est le vélo. Enfin, j'avais l'impression de faire du vélo différemment. C'est aussi bête que ça. J'avais l'impression d'avoir changé de sport. Pas du tout le même plaisir, les mêmes recherches, hein. Quand je dis pas le même plaisir, c'est le vélo plaisir, pas de vélo souffrance, du vélo plaisir.
Voilà. Et du vélo découverte, de routes, de chemins que je ne connaissais pas, etc., etc. Et puis de gens et d'une atmosphère qui me convenait. Voilà. Et donc, j'ai décidé, je me suis dit, bah, en 2020, il faut que tu ailles beaucoup plus loin, il faut que tu continues. Et ça, je pense que c'est important, c'est que beaucoup de gens dans la longue distance, en fait, ne sont pas dans la performance et montrent justement que les choses sont faisables. C'est-à-dire moi, j'ai tout de suite croisé des gens qui m'ont dit, mais qui étaient des gens tout à fait normaux et qui avaient l'ambition, enfin voilà, qui faisaient de la longue distance depuis très longtemps, mais sans je dirais, en faire quelque chose d'extraordinaire, hein. Hein. Ils étaient vraiment dans quelque chose de naturel et tout à fait faisable et je dirais atteignable pour le commun des mortels dont je fais partie. Et donc j'ai vraiment eu besoin d'y aller. En tout cas, je me suis retrouvé en confiance. Je ne me suis pas dit c'est quelque chose que tu ne pourras pas atteindre. Euh, Vu les personnes que j'avais croisées, je me suis dit mais il n'y a pas de raison, c'est des gens comme moi. Et donc je dois être capable de le faire puisque eux le font. Et c'est d'ailleurs souvent, c'est assez marrant, mais c'est encore quelque chose qui me remonte à l'esprit quand je suis en difficulté, parfois, parce qu'on a toujours des moments de doute dans une diagonale, c'est de se dire, mais Christophe, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, puisque telle ou telle personne le fait et arrive encore à le faire malgré parfois des handicaps, ou en tout cas des capacités qui sont moindres que les tiennes. Voilà. Donc en 2020, je me suis décidé à aller sur ces diagonales, enfin pas sur ces diagonales, pardon, sur cette longue distance. Et 2020, comme on le sait tous, le Covid est passé par là, donc je me suis retrouvé coincé à la maison et c'est devenu un petit peu une obsession. Mais comment je vais pouvoir faire une activité physique et une activité longue distance malgré ce Covid? Donc je me suis complètement, je dirais, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Tout était annulé évidemment dans la période et je suis tombé par hasard sur le site de GG Diagonaliste et j'ai découvert les diagonales donc à travers le récit de GG sur son site excellemment bien fait, hein, je crois qu'on peut le dire, hein, et je le remercie bien, puisqu'en fait, j'ai tout appris, sans qu'il le sache, hein, puisque évidemment, je n'ai jamais discuté avec Gérard, j'ai tout appris sur le site de GG Diagonaliste, hein, donc de la préparation du matériel, de la capacité, de la feuille de route, des récits, etc., etc. Là que j'ai même appris ce que c'était qu'un service, que j'ai découvert Jojo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, j'ai d'abord commencé la diagonale par une découverte, on va dire, comment dire, pas romancée, mais en tout cas une découverte théorique et écrite par le site de GG. Et donc, je le remercie bien parce que c'est comme ça que je me suis dit, ben voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse, puisque de toute façon, tout est annulé en cette année 2020. Donc, je vais préparer une diagonale tout seul dans mon coin, sans connaître personne, mais avec l'ensemble des conseils de GG, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc, on va y arriver. Et donc, j'ai préparé donc cette diagonale. Alors, au début, sur mon home trainer, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir de plus d'1 kilomètre. Et puis après, au fur et à mesure, à partir du mois de mai, j'ai réussi à faire quelques sorties un petit peu plus longues pour pouvoir faire cette diagonale donc, que j'ai fait au mois d'août 2020. Hein, et c'était Brest-Perpignan, hein, puisque j'avais suivi le premier précepte de GG qui était pour une première diagonale, ne t'engage pas sur quelque chose de trop compliqué et donc évite de mettre trop de difficultés sur la diagonale. Donc celle-ci me paraissait plutôt intéressante parce que voilà, elle était à la fois agréable avec des régions traversées sympathiques, et puis en même temps pas trop difficile, hein. On évitait quand même globalement les gros massifs que contient notre pays. Donc voilà, je suis parti sur une diagonale, et puis, alors en plus je suis parti sur une canicule de 40 degrés, donc j'ai eu quelques déboires pendant la diagonale, mais je suis arrivé au bout de 4 jours. Et évidemment, le plaisir, bah, tous les diagonistes le savent, mais le plaisir d'arriver au bout de cette première diagonale, de pouvoir m'inscrire à l'amicale, hein, parce qu'évidemment, l'amicale n'est ouverte que aux gens ayant terminé cette diagonale, donc je ne pouvais pas accéder au site des diagonalistes, enfin en tout cas aux petits diagonalistes, etc. Donc ça m'a permis de m'inscrire derrière à l'amicale et j'ai continué donc après comment dire, une fois que je suis parti dans un cycle, évidemment l'objectif est de le terminer. Donc depuis 2020, je suis sur une diagonale par an réussie. Voilà, donc j'ai réussi ma 5e diagonale la semaine dernière, donc voilà, je suis plein d'endorphines de, de cette réussite terminée jeudi dernier. Donc voilà. Dans ta première diagonale, Brest-Perpignan,
Tu as réussi dès la première fois à avoir du plaisir, à faire plusieurs journées à 300 kilomètres, à faire de la longue distance. Tu as retrouvé le plaisir des brevets, mais avec plus de jours d'affilée. Oui, oui, c'était une vraie découverte. Ah, c'est vrai que la première fois, on est un petit peu angoissé par la reprise du lendemain, on va dire, hein. C'est-à-dire que de terminer une journée de 300 kilomètres, qui est un petit peu le brevet qui était ma référence jusqu'à présent, et de repartir le lendemain matin. Et la surprise a été que le corps humain il est quand même bien fait et qu'il est capable de récupérer très rapidement. D'autant plus que sur cette première diagonale, le premier soir, donc j'étais parti sous canicule à 40 degrés le premier jour, j'ai fini avec une insolation et je me suis retrouvé donc le soir, j'ai fini les 5 derniers kilomètres quasiment à pied, sans pouvoir pédaler, tellement j'étais fatigué. Je suis arrivé à l'hôtel, je ne pouvais pas manger. C'est-à-dire que je me suis servi une assiette de pâtes que j'étais incapable d'entamer. Donc, je me suis posé beaucoup de questions puisque je me suis dit, dans 5 heures, il faut que tu repartes pour 300 kilomètres, alors que tu es incapable de mettre le pied devant l'autre et que tu es incapable de manger. Donc, je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est d'aller dormir. Je suis allé me coucher, j'ai dormi 4 heures, j'ai mangé mon assiette de pâtes et je suis reparti pour 300 kilomètres et les gens tournaient comme s'il ne s'était rien passé la veille. Et là, je me suis dit, c'est quand même formidable. Donc, c'est vraiment une découverte du corps qui est assez exceptionnelle. C'est ce que j'aime aussi beaucoup dans les diagonales, c'est la découverte de soi, mais pas forcément dans la difficulté, hein, la découverte de soi, de son corps, de sa capacité à réagir à certaines perturbations, certains stress, certaines émotions. Je trouve que c'est quelque chose d'assez formidable. Mais c'est vrai que c'était une première découverte que j'ai trouvée assez formidable. Et je suis encore assez surpris de me rendre compte aujourd'hui que parfois on est même mieux au bout de 1000 kilomètres qu'au bout de 300 kilomètres, voire de 30 kilomètres. C'est-à-dire que parfois, parce que parce qu'on n'est pas totalement mis en stress, parce qu'on n'a pas totalement encore engagé la diagonale mentalement, les premiers kilomètres sont parfois plus difficiles que l'ensemble du parcours. J'ai même tendance à dire que souvent, enfin en tout cas c'est ce que moi c'est les émotions que ça me procure, les 30 premiers, malheureusement potentiellement les 30 derniers quand le mental peut lâcher, mais tout ce qui se passe entre les 30 premiers et les 30 derniers sont faits dans un état différent. Et en fait, où on est hors du temps et où il n'y a pas ces questionnements sur ces difficultés de pédalage. Là, tu retrouves le plaisir Oui. et on ne parle pas de performance. Ah non, jamais, jamais. Enfin, moi, je parle pas de performance, ça c'est clair. Et je crois que c'est un des sujets, c'est un des points qui me plaît le plus dans la diagonale. D'ailleurs, on n'a pas le droit d'annoncer de temps ou quoi que ce soit. De toute façon, chaque diagonale est unique, hein. On est quelque part sur de l'artisanat, hein. Chacun fait sa trace. Les kilomètres sont pas les mêmes, les dénivelés sont pas les mêmes, les qualités de route sont pas les mêmes. Et peu importe. On arrive tous au bout de la diagonale, c'est l'objectif dans un délai donné, ça c'est la règle. Le reste, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Je dirais toute diagonale est validée de la même manière. Et je trouve ça super intéressant. Et il n'y a pas de notion de performance. Et je trouve qu'il n'y a pas de notion de performance souvent dans les gens qui font de la longue distance. C'est-à-dire qu'on est dans l'accompagnement et normalement, quand on part en groupe, alors moi j'ai fait toutes mes diagonales seul, mais j'ai fait un Paris-Brest en groupe. L'objectif, c'est quand même l'accompagnement des autres. C'est quand même de partir et de faire découvrir aussi à beaucoup d'autres personnes bah, le plaisir de pédaler sur ces distances. Et j'insiste, c'est un autre sport que le vélo. Pour moi, c'est deux sports différents. En tout cas, le vélo tel qu'on l'entend sur du vélo de club traditionnel ou de se tirer la bourre ou de mettre les watts dans les jambes. Quand je t'écoute, on a l'impression que la diagonale, la longue distance, c'est quasiment accessible à tout le monde. Ah, pour moi, c'est une certitude. D'ailleurs, si elle est accessible à moi, elle doit l'être à tout le monde. C'est un petit peu ma position. Alors, je pense qu'il faut des prédispositions, mais pas forcément physiques, mais mentales. Au départ, en tout cas, il faut surtout le vouloir, je crois. Il faut en avoir envie. Si on n'a pas l'envie, c'est pas la peine. Mais si on a l'envie, évidemment, il faut un peu d'entraînement. On va pas, faut surtout pas croire qu'on peut partir sur une diagonale sans aucun entraînement. Ça serait complètement illusoire. Mais avec un entraînement, on va dire assez normal, sans forcément y mettre des choses extraordinaires, et l'envie d'y aller, on peut le faire. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller très vite. Alors évidemment, il faut pédaler longtemps, parce que moins on va vite, plus il faut pédaler longtemps. Je crois que les petits rouleurs que nous sommes le savons. Mais on n'est pas tous égaux devant le sommeil, devant tout ça.
Mais, mais honnêtement, les délais d'une diagonale sont tout à fait accessibles. Évidemment, il faut aussi jouer en fonction de son niveau sur le dénivelé, sur les kilométrages. Mais je pense qu'une diagonale est accessible à toute personne, je dirais, qui a envie de le faire et qui, évidemment, a un état physique normal. Une diagonale se vit pendant, mais se vit également bien en amont quand tu la prépares, quand tu fais ta feuille de route. Ah oui, pour moi, la diagonale, elle dure un an. Je viens de terminer ma diagonale. Pour pas te le cacher, j'ai commencé à réfléchir à mon parcours de la suivante. Ça fait partie, enfin, pour moi, ça fait partie de ma vie, donc ça fait partie de mon plaisir et j'ai besoin d'avoir cet objectif. Donc j'ai toujours besoin de cet objectif et je trouve que justement la diagonale, elle a cet avantage par rapport à d'autres épreuves longue distance un peu all-inclusive où on te fournit tout, le parcours, les endroits d'accueil, enfin, etc. La diagonale, justement, il faut la construire. Et donc ça permet de prendre le temps et justement de se l'approprier. Hein, je trouve totalement dommageable de partir sur une épreuve longue distance sans connaître l'itinéraire que l'on va prendre. Et là, il faut le construire. Donc, moi, j'y mets une minutie, je dirais, considérable, mais parce que j'y prends plaisir. J'ai toujours adoré les cartes. J'ai toujours adoré préparer mes aventures, qu'elles soient touristiques ou vélo aujourd'hui. Et donc, je passe énormément de temps, peut-être plus que sur le vélo, à préparer ma feuille de route, en choisissant mes routes, en corrigeant tous les, je dirais, les petits points et jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que je dépose sur le site de la FFC ma feuille de route, je suis capable d'aller changer un petit peu à la marge, évidemment, mais j'aime bien tracer, et je trace plusieurs propositions, et puis après je choisis au fur et à mesure. Mais oui, ça me prend un temps considérable, mais c'est du plaisir avant tout. Et c'est vrai qu'après, quand je me retrouve je vais aller voir les petits villages qui sont traversés pour voir si c'est des villages sympas, s'il n'y en a pas un autre plus sympa à côté. Enfin voilà, vraiment, je passe un temps parce que ça fait partie aussi du plaisir, et c'est même essentiel dans le plaisir de la diagonale, c'est les lieux traversés. L'objectif n'est pas le kilométrage, hein. On dit toujours que à vélo, l'important, c'est pas la destination, c'est le trajet. Mais quand on parle du trajet, c'est évidemment tous les endroits qu'on va traverser, les paysages qu'on va pouvoir voir, etc. Et donc, je prépare ça avec une minutie quasi maladive, mais qui fait partie du plaisir. Ta première feuille de route, tu t'es inspiré beaucoup de GG Diagonaliste. Ok. Entre-temps, tu as fait d'autres diagonales. Comment tu l'as construit maintenant, ta feuille de route? Alors, je la construis. Déjà, je me suis fait une petite application Excel parce que, alors souvent, certains diagonalistes disent qu'ils font avec une moyenne donnée sur la feuille, sur la diagonale. Moi, je ne peux pas fonctionner comme ça parce qu'évidemment, en fonction du dénivelé, j'avoue que mes capacités sont pas tout à fait les mêmes, hein. Donc, je dirais, une plaine du bassin parisien ou des cols du Massif central, évidemment que la vitesse moyenne n'est pas la même. Donc en fait, je respecte à la lettre les préceptes de GG. Donc je fais ma feuille de route de manière très précise, hein, on va dire par tronçon de 15-20 km maximum. Et à chaque tronçon, donc avec l'application OpenRunner que j'utilise, je rentre le dénivelé généré pour chaque tronçon, donc ça me fait un dénivelé par kilomètre. Et derrière, j'ai donc dans ma feuille Excel une petite routine qui automatiquement me donne une vitesse moyenne en fonction du dénivelé positif sur le tronçon. Donc ce dénivelé, cette vitesse moyenne va de 10 à 25 km/h, hein, en fonction du dénivelé qui va de 0 je sais pas, 50, 60, peu importe, mètres par kilomètre, ce qui me permet d'avoir en fait des moyennes qui sont plus représentatives de ce que je suis capable de faire et de ce que je fais réellement. Et donc, automatiquement, je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus représentatif de mon trajet en termes temporels que ne le serait une moyenne générale. Et ça me permet d'ailleurs, on l'a constaté d'ailleurs avec les deux saristes que j'ai croisés sur la route la semaine dernière, hein, je les salue, Roger et puis Patrick, d'être exactement dans ma feuille de route à la minute près quasiment au niveau, alors c'est évidemment pas forcément systématique, mais en tout cas, j'étais exactement dans les moments qui étaient prévus au niveau de ma feuille de route. Donc c'est vrai que c'est intéressant et puis ça me permet
de maîtriser un petit peu mieux, je dirais, la tenue de ma feuille de route. Il y a un aspect important aussi, je pense, à donner quand on fait une feuille de route, c'est d'être très raisonnable sur les vitesses qu'on se donne, c'est-à-dire d'en garder sous le pied, parce que c'est pas parce qu'on l'écrit qu'on va réussir à le faire. Et je pense que ça peut jouer énormément. En tout cas, moi, ça a été le cas. C'est une expérience que j'avais eue au début de mes diagonales. Être en retard sur une feuille de route, c'est pas grave. C'est en soi, si on a eu des soucis, ça m'est arrivé à la dernière diagonale, j'ai eu un ennui mécanique, mais globalement, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie alors que quand on est en avance ou dans la feuille de route, on est tout à fait dans le plaisir. Donc c'est bien d'avoir une feuille de route raisonnable parce que au moins, même si on s'est menti à soi-même en mettant une feuille qui était moindre que ce qu'on pouvait faire, au moins on est content je dirais, de ne pas être en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, je pense que c'est très important d'avoir une feuille de route qui soit la plus, qui soit humble par rapport à soi-même et qui soit tout à fait gérable, y compris en cas d'aléa. Ton outil qui indique une vitesse selon le D+, peut être partagé si des Ah, bien auditeurs... sûr, il y a aucun problème. C'est une feuille assez simple, hein, Excel, mais qui permet d'intégrer tous ces éléments-là et puis aussi derrière de calculer les moyennes par jour, les temps de sel par jour, etc. Donc ça donne quelques éléments d'information et ça remplace pas le pédalage, hein, mais en tout cas, ça permet d'avoir quelques informations intéressantes et surtout je trouve, de gérer un petit peu mieux ses journées en fonction des dénivelés et des profils de route, hein. Ben, moi, je prends l'exemple sur celle que je viens de terminer, Dunkerque-Perpignan, et elle est assez caractéristique, hein, puisque on traverse 400 km de bassin parisien avec quasiment aucun dénivelé, et puis derrière, on se prend le massif central du début à la fin, et là ça change totalement, évidemment, la manière à la fois de pédaler et les temps qu'on passe sur la selle par rapport au kilomètre. Une journée type, sans parler de kilométrage, ça dépend du dénivelé. Une Oui. journée type, pour toi, c'est quoi? Tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Alors, une journée type commence toujours la nuit. Elle commence toujours la nuit parce que je veux la terminer avant la nuit. En fait, j'aime bien, c'est plutôt, je pense, l'objet, ce qui enfin, c'est peut-être une obligation de partir la nuit, hein, souvent en fonction des étapes. J'aime bien arriver à l'hôtel pour pouvoir me doucher et manger. Donc, arriver à 19-20 heures le soir, grand maximum. 19 heures, c'est bien. Donc évidemment, quand on est un rouleur moyen, comme je le suis, en tout cas en termes de vitesse, ça nécessite sur des journées qui peuvent aller jusqu'à 300, un peu plus de kilomètres par jour, parce que c'est vrai que souvent, j'ai aussi des traces de diagonale qui sont supérieures à la distance normale d'une diagonale. Tout ça parce que j'aime bien, enfin, je fais de la diagonale pour prendre du plaisir, pour voir des belles choses. Et donc, ça me conduit à faire un petit peu du chemin supplémentaire, hein. Voilà, des fois, je prends des directions qui ne sont pas forcément les directions les plus directes, mais tout ça parce que ça fait partie du plaisir. Voilà. Et donc, ça m'oblige à partir généralement la nuit, plutôt 2-3 heures du matin. 3 heures, c'est plutôt l'heure assez habituelle auquel je démarre. J'ai pris goût aussi à rouler de nuit, quand il fait beau, évidemment. C'est vrai que quand on est en début de saison, quand il fait froid, c'est moins agréable, mais à partir du mois de juin, je trouve que c'est des moments assez sympathiques. Les nuits sont relativement courtes et les levées de soleil sont fantastiques. Donc c'est vrai que je raterais pour rien au monde le lever de soleil. Ça, par contre, partir après le lever de soleil, ce serait hors de question. Voilà, donc c'est au moins partir avant le lever du soleil. Généralement, c'est 3 heures du matin. Maintenant, il m'arrive souvent, alors ça dépend des diagonales parce qu'elles sont pas toutes les mêmes durées, mais sur nombreuses diagonales qui sont plutôt sur des 4 jours et demi ou des 3 jours et demi pour la Honda Menton. Maintenant, j'ai pris l'habitude de faire comme le départ du Paris-Brest, c'est-à-dire de partir plutôt en fin d'après-midi et de faire une grande journée, une grande première étape qui intègre la première nuit. Voilà, donc ça fait une nuit complète, mais quand on l'a fait en début de saison, c'est pareil. Le soleil qui se couche à 11 heures et qui se lève à 5 heures ou 4h30, ça fait des nuits qui sont relativement courtes et ça nous met aussi dans des émotions assez sympas, je trouve. La fatigue physique et la fatigue liée au manque de sommeil est aussi un des éléments, je trouve, qui rajoute du sel ou en tout cas qui met une certaine émotion. On est plus sensible. La fatigue nous rend plus sensibles et la sensibilité nous permet d'apprécier encore plus les émotions, je trouve. Donc c'est peut-être volontaire de ma part aussi. Même si en même temps c'est aussi nécessaire pour passer dans les temps de la diagonale parce que j'ai parfois pas suffisamment
Si je rajoutais une nuit, ça ne me permettrait pas de passer dans le délai. Tu as le plaisir de la préparation, de trouver la belle petite route, hein, de tracer, de faire différentes traces que tu Ah, fais avec minutie. Tu as le plaisir du temps de la diagonale. Alors justement, dans ces journées, comment tu gères l'effort pour pas être cramé au bout d'un jour? alors j'ai ma méthode à moi, mais qui est très simple, c'est vélo plaisir. C'est-à-dire je pédale à une vitesse qui m'évite de faire l'effort de trop. Je cherche pas à être une vitesse donnée. Je ne cherche pas, j'ai pas de capteur de puissance ou de compteur qui me mesure ma vitesse. Je suis vraiment dans le vélo plaisir, c'est-à-dire que je pédale avec plaisir, en souplesse, parce que l'objectif évidemment n'est pas de faire monter de l'acide lactique. Donc j'ai des développements qui me permettent aussi, avec mes qualités de grimpeur intrinsèques évidentes, hein, je fais 80 kilos quand même, donc j'ai un 30-32, voilà, donc ça me permet de monter quand même. Je ne vais pas dire que ça me permet de monter aux arbres, mais en tout cas, je peux passer l'école avec aisance, entre guillemets, hein, même si c'est pas vraiment de l'aisance en ce qui me concerne, mais en tout cas avec un développement qui me permet, sans forcer, de passer par des profils de terrain qui sont relativement variés. Voilà. Mais je dirais, pour ainsi dire, sur une diagonale, je n'ai quasiment pas le gros plateau. Parce que je suis je mouline. Je mouline, plaisir, voilà. Si je suis bien à pédaler, sans forcer, c'est ce que je recherche et je reste dans cette notion de plaisir. Et si j'arrive à la conserver, bah, c'est gagné. Donc au ressenti, pas de cardio, pas de cadence, tu écoutes ton corps et du plaisir. Exactement. Je pense que c'est une des découvertes que j'ai faites avec la longue distance, c'est justement cette capacité, je trouve, dans la longue distance, à découvrir et donc à écouter son corps. Et je trouve que c'est assez formidable justement de pas être dans quelque chose de trop raisonné, de trop. On est dans un. Voilà. Alors, je ne vais pas dire qu'on a toujours raison quand on écoute son corps, hein, mais c'est quand même assez sympa de se rendre compte de la manière dont on réagit. Et moi, j'ai un moment que j'adore, j'ai au moins une fois par diagonale, sur une durée plus ou moins longue, mais c'est un moment où je suis deux, c'est-à-dire que j'ai mes jambes qui pédalent et j'ai mon corps qui peut être ailleurs. Je suis ailleurs, je suis pas sur mon vélo, mais je regarde mes jambes pédaler et je me rends compte qu'elles ont besoin de rien d'autre. Elles n'ont pas besoin de mon cerveau, elles n'ont pas besoin du reste du corps. Et ça, c'est des moments qui sont uniques et que j'ai toujours atteint à chaque diagonale. Et là, je me dis, quand j'atteins ce seuil, bah, je me dis que je suis là où je dois être, tout simplement. Je prends un plaisir formidable, extraordinaire. Ça va durer un instant, ça va durer 100 km, 200 km, 300 km, ça va revenir après. Mais en tout cas, c'est vraiment des moments à vivre qui sont uniques, quoi, que j'adore. Et là, on est vraiment en pleine osmose avec son vélo, avec le paysage, avec enfin, tout un ensemble d'éléments qui sont extraordinaires. Je les remplacerai pour rien au monde. On peut être surpris par les capacités de son corps quand on fait une diagonale de résistance. Oui, oui. Oui, oui, moi je pense que je suis à chaque fois, on n'a aucune certitude du moment où justement on va être le mieux. C'est ça qui est extraordinaire. L'année dernière sur Dunkerque-Hendaye, le meilleur moment que j'ai vécu, c'était le moment de l'arrivée sur Hendaye, les 50 ou 100 derniers kilomètres au Pays Basque, alors que c'était là où c'était évidemment le plus difficile, puisque c'est le seul moment où on avait un peu de dénivelé, mais le paysage était tellement magnifique. J'arrivais sur Hendaye et j'ai même continué encore pendant 60 kilomètres après. C'est-à-dire que j'ai poursuivi mon effort sur 60 kilomètres après l'arrivée à Hendaye, j'ai repris mon vélo et je suis reparti parce que j'avais un rendez-vous et je voulais pas qu'on vienne me chercher en voiture. Donc j'ai dit maintenant j'y vais et j'ai refait encore je sais plus combien de dénivelés. Mais j'étais bien, j'étais dans un état d'euphorie. J'étais dans un état d'euphorie. Cette année, c'est arrivé c'était le troisième jour sur Dunkerque-Perpignan et c'était la journée la plus difficile. J'avais 4005 de dénivelé à peu près et, 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 et j'étais dans un état d'euphorie également ce troisième jour et j'avais pas envie que ça s'arrête. Donc il y a des moments comme ça où on ne sait pas pourquoi. Donc je pense que il n'y a pas d'explication rationnelle, je pense, parce que c'est le mental qui joue beaucoup, je pense. Enfin, et c'est l'osmose entre des paysages. C'est pour ça d'ailleurs que je cherche, je travaille ma route énormément parce que ça par contre j'en suis convaincu et je m'en suis rendu compte. Mon rendement, ou en tout cas mon plaisir, et puis ma capacité à pédaler, elle est énormément associée au plaisir. Ça, c'est très clair.
et au plaisir aussi du paysage, hein, et des ressentis. Donc ce que je perçois autour de moi, que ce soit les villages, que ce soit les montagnes, que ce soit les petites routes, que ce soit les renards qui traversent la route, tout ça contribue à pédaler. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le vélo traditionnel. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout l'expérience que j'en avais. Pour illustrer ta recherche de petites routes, Dunkerque-Perpignan que tu viens de réaliser comptabilisait 14 000 de D+, ce qui est beaucoup pour Dunkerque-Perpignan. Tu as vraiment cherché la route qui te correspondait, le Voilà. paysage qui te correspondait. J'ai pas cherché du tout le D+, c'est pas mon objectif, j'ai pas d'objectif de performance. Je t'avoue qu'une fois que j'ai fait le calcul, j'ai fait, je me suis un petit peu inquiété parce que je suis pas un grimpeur né. Donc je me suis préparé évidemment en conséquence quand j'ai vu ce dénivelé. Mais c'est passé et je le regrette en rien. Je le regrette en rien parce que traverser le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron en plein cœur, c'est des départements formidables. C'est trois départements magnifiques, magnifiques et il n'y a pas, voilà, il y a rien acheté. Il n'y a rien acheté dans ces trois départements. Et je t'avoue même que peut-être que la plus grande difficulté que j'ai eue sur cette diagonale, c'est de la traversée de la Beauce. Parce que, voilà, et encore, il n'y avait pas de vent, j'ai eu de la chance, mais c'est vrai que ces 100 kilomètres de ligne droite entouré de champs de blé à perte de vue, c'est pas ça qui me fait avancer, c'est pas mon moteur, quoi. Donc c'est vrai, il faut le traverser, on y arrive, mais voilà. Donc oui, on arrive parfois. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas que j'en rajoute beaucoup plus que 14 000, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance avec la météo, ce qui m'a aidé aussi à les passer, mais oui, ça fait partie du plaisir. Comment tu t'entraînes? Tu as un plan d'entraînement précis? Est-ce que tu as un plan d'alimentation pendant ta diagonale? Comment tu gères vraiment cet aspect physique? Alors, j'ai pas. Mon plan d'entraînement, il est assez simple. Il est assez simple. Je roule l'hiver tranquillement pour une sortie par semaine le dimanche, on va dire 80-90 km. J'ai la chance d'habiter dans une région, le bassin d'Arcachon, où il fait beau toute l'année. Il fait pas beau toute l'année, mais il fait pas froid. Donc, en tout cas, on peut rouler toute l'année, faire du vélo toute l'année. Donc, ça permet voilà, en fonction des opportunités, de faire une petite sortie l'hiver. Et à partir du mois de janvier, j'allonge un petit peu cette sortie du dimanche, hein, pour qu'elle dépasse toujours 100 km, donc entre 100 et 140 km au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est ma sortie du week-end et je travaille à 50 km de mon domicile. Et donc à partir de février, au moment où je commence la nuit, mais à partir de mi-février, je me fais une sortie par semaine pour aller au travail, donc ça me fait un 100 km supplémentaire. Donc voilà, c'est pas un gros plan d'entraînement, aucun objectif de performance, d'exercice particulier, de foncier. Enfin, voilà, je fais des kilomètres plaisir, entre guillemets, sur ce type de base. Et puis, je profite de toutes les opportunités. C'est-à-dire que si j'ai des amis qui m'invitent à tel ou tel endroit, ben, je vais peut-être prendre mon vendredi pour y aller à vélo. Voilà, si j'habite à Toulouse, bah voilà, ça me fait 300 ou 250 km. Donc, je vais dire, bah, tiens, j'irai bien à Toulouse à vélo, ça va me faire une petite sortie sympa. Ou alors, je vais faire. J'ai jamais fait de dodéca, dodéca DAX sur 12 mois parce que j'en ai pas forcément le temps. Mais à partir de janvier, j'aime bien aussi, si je vois une belle journée, Mhm. de me prendre ma journée pour aller me faire un 200 km rive droite à Bordeaux, où on a un petit peu plus je dirais, de paysages et de côtes que côté rive gauche, et donc de découvrir la campagne locale, voilà. Mais c'est vraiment profiter des opportunités. Tu vois, janvier dernier, j'ai un ami qui m'a invité à Royan pour son anniversaire. Ben, j'y suis monté à vélo, je suis revenu à vélo, ça m'a fait 300 km. Et puis au milieu, avec l'anniversaire au milieu. Donc c'est vraiment, voilà, intégrer ça dans mon quotidien, qu'il soit professionnel ou personnel, hein. Mhm. Voilà, donc je fais des kilomètres comme ça et normalement j'arrive sur une diagonale, enfin depuis 2 3 ans, j'arrive à peu près avec 6 000 km au mois de juin, donc ce qui est largement suffisant, hein, je pense que tu peux le confirmer. Pour faire une diagonale, on peut partir avec moins. Moi, ça me met en confiance, je sais que j'ai fait mes kilomètres. Alors, c'est pas un objectif en soi, c'est à peu près à ce à quoi j'arrive à partir de ça, hein, à partir de ces sorties, des brevets que je peux faire
avant juin et puis des opportunités. Voilà, donc j'arrive à 6 000 km dans ma première diagonale et puis généralement je fais deux longues distances par an. Voilà, Ok. j'essaie de une diagonale et puis bon, j'ai fait l'épreuve, l'organisation du club auquel j'appartiens, la Ronde d'Aquitaine, donc la Ronde d'Allier Nord d'Aquitaine, qui est une très belle épreuve, hein. Mhm. J'invite tout un chacun à venir. Petite, très belle ambiance, petite effectif, environ 200 personnes au départ. On était là en 2021, non, 2021, 2023, pardon, 2022. Voilà, et puis c'est l'année dernière, j'ai fait le Paris-Brest, évidemment, l'année de Paris-Brest, donc ça a été mon premier Paris-Brest. Tu vas en faire un deuxième? Non, non, alors ça peut paraître surprenant, certains vont me dire, mais quoi, il ne veut pas faire de Paris-Brest? Alors déjà, je suis parce que je pense que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses une fois, pas forcément deux fois. J'aime bien vivre des choses différentes, ça fait partie du plaisir. Donc il y a cette première chose. Et puis j'avoue, hein, c'est peut-être honteux de le dire, mais j'ai pas trouvé le plaisir que je trouve dans les diagonales dans le Paris-Brest. Peut-être parce que la partie all inclusive, hein, la trace déjà fournie, la qualité des routes, je veux être honnête, je trouve que la Bretagne mérite mieux que les routes du Paris-Brest, qui je comprends parce que il y a beaucoup de gens sur le Paris-Brest, donc ça nécessite des routes qui ne soient pas forcément les mêmes. Mais pour moi, c'est pas le plaisir de la longue distance de prendre des routes telles qu'on peut en avoir une partie sur le Paris-Brest. Hein, c'est pas toutes comme ça. Voilà. Et puis, je trouve on perd quelques éléments de la longue distance sur le Paris-Brest avec ses assistances. Alors, j'en avais pas personnellement, mais je trouve que l'assistance, c'est contraire à l'esprit des diagonales en tout cas et à la longue distance en général. Donc je pense que c'est important d'arriver là-dessus. Et puis moi j'ai un point qui me tient à cœur. Enfin moi je travaille dans le climat et dans l'environnement en général et je trouve dommageable que pour moi le vélo c'est écolo. En tout cas c'est un mode de mobilité douce et retrouver sur une épreuve longue distance autant de camping-cars, autant de gens qui viennent en avion, etc. Je trouve qu'on a un bilan carbone qui est extraordinairement enfin, qui est contraire à l'esprit de la longue distance. Donc je trouve dommage, je pense qu'il y a des questions à se poser peut-être sur ce genre d'épreuves qui vont y être confrontées de toute façon dans les années à venir. Donc je pense il faut se poser des questions et c'est vrai que tout ça m'a un peu gêné. Alors, je suis quelqu'un en plus qui aime bien la solitude, hein. Je fais toutes mes diagonales en solitaire. Me retrouver dans un parc à Paris avec 8 000 personnes et démarrer à un groupe de 350 cyclistes, c'est contre-intuitif pour moi. Je t'avoue même on s'est désolidarisé du groupe au bout de 25 mètres. On est parti un petit peu derrière pour éviter de se retrouver. Mais donc, des choses intéressantes aussi, hein. Paris-Brest, c'est vrai que l'ambiance, les villages, les personnes dans les villages, je dirais et l'hospitalité de la Bretagne sur le sujet est tout à fait intéressante. Mais je pense qu'il y a quelques points pour moi, que je retrouve dans les diagonales, hein. Le côté préparation, le côté autonomie, sont des points essentiels, voilà, que j'ai pas retrouvé dans cette épreuve. Et donc, c'est vrai que non, non, je ne ferai pas le Paris-Brest, mais c'est pas un drame pour moi. J'ai plein d'objectifs, j'ai plein de choses qui me tentent, hein, que ce soit évidemment de terminer mon cycle de diagonale, de faire les eurodiagonales après, etc. Enfin, il y a tout un ensemble d'épreuves qui existent par ailleurs, aussi organisées. Il y a plein de belles épreuves. Le Mille du Sud, j'en rêve également, même si je suis pas un grimpeur, je rêve un jour de faire le Mille du Sud parce que je sens une atmosphère dans ce type d'épreuve qui me paraît essentielle et plaisir également, des gens qui sont là juste pour partager une passion. Et puis voilà, j'ai plein d'objectifs. Et l'année prochaine, le Londres-Édimbourg-Londres également, on pourra en parler, qui me tient à cœur également parce que je pense que ce sont des paysages aussi que je vais apprécier énormément. Voilà, donc je suis plutôt dans ces choses-là. Donc non, non, je ne referai pas le Paris-Brest, mais c'est pas un drame ni pour le Paris-Brest ni pour moi. On voit dans ton discours que la longue distance, tu aimes vraiment quand tu parles de Ah diagonale. oui. Paris-Brest, tu l'as fait, tu as une approche différente de l'organisation. De Londres et d'Edimbourg-Londres, quel conseil tu pourrais donner, à part aller sur le site de GG Diagonaliste, à quelqu'un qui souhaite faire sa première diagonale et qui n'ose pas? Alors je pense rencontrer des diagonalistes pour voir que ce sont des gens normaux.
pense que c'est tout à fait la première chose. Donc ça, parce que évidemment, on a tous ce premier barrage sur on peut pas le faire, des choses extraordinaires. Et je crois justement que c'est Gégé qui l'avait écrit sur son site et ça m'avait marqué. Et je pense que c'est tout ce qui est intéressant, c'est que il expliquait que les diagonistes étaient des gens ordinaires qui ne faisaient rien d'extraordinaire. Ils sortaient juste de leur ordinaire. Et ça, je trouve cette expression, enfin moi, c'est cette expression que je trouve extraordinaire. C'est, on sort de notre ordinaire. Et c'est ce qui nous rend vivants. Moi, c'est ce qui me passionne. C'est-à-dire que pendant ces 4 ou 5 jours où on est sur le vélo hors du temps, ce que je te disais, après 30 kilomètres, on sort un petit peu de notre réalité quotidienne. Bah, ce hors du temps, ce hors de l'ordinaire, nous rend vivants, tout simplement. Et c'est ça, c'est là où est le plaisir. Donc, je pense que on n'est pas des gens extraordinaires, on est des gens totalement ordinaires. Et je pense que croiser des diagonalistes, rencontrer des diagonalistes, sortir avec eux et se rendre compte que ce sont des gens qui n'ont pas des capacités physiques. Évidemment, je ne te parle pas de certains célèbres que tu as pu interviewer, hein, qui ont évidemment ont des, ont des qualités hors normes, hein, je pense à Eddie notamment. Mais là, on n'est pas sûr. À la limite, c'est l'exception. Eddie est plutôt l'exception. La norme, c'est plutôt toi, c'est plutôt moi, c'est plutôt Gégé, c'est Jojo. Voilà, c'est ça la norme chez le diagonaliste. C'est des gens tout à fait normaux qui ont juste le plaisir de partager, de pédaler et de découvrir des choses et d'aller un petit peu, je dirais, hors de leur ordinaire, tout simplement. Donc, découvrir, je leur donnerais ce conseil, moi, c'est d'aller, évidemment, de rencontrer des diagonalistes ne serait-ce que pour voir que ce sont des gens qui sont tout à fait normaux et que donc, à partir du moment où c'est des gens normaux, si vous en avez envie, vous avez la même capacité pour y arriver. Et évidemment, après, peut-être vous faire accompagner, chacun va réagir différemment. Mais, 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 mais je pense que l'important, après, pour en réussir une, c'est d'avoir envie. C'est essentiellement l'avoir envie. Évidemment, alors ce que je peux donner comme conseil, évidemment, c'est pas de partir de rien, de se dire je vais faire une diagonale. Je pense qu'il y a des étapes intermédiaires. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai démarré, j'ai des- la passion, je l'ai découvert sur un brevet fédéral de 150 km. Donc, c'est pas la peine de démarrer par un 600 pour se poser la question si on aime ou on n'aime pas faire un 150, un 200, un 300. Ce sont déjà des étapes, à mon avis, sur lesquelles vous aurez déjà ces ressentis pour vous dire ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Et si ça vous plaît, vous y arriverez. Enfin, j'en suis plus que convaincu. Avoir confiance en soi, Avoir savoir aller lentement, Et la savoir confiance qu'on vient va y avec, arriver. non, la confiance vient avec cette découverte de gens normaux. Parce que je pense on a toujours voilà, quand on se compare à des gens qui ont des capacités exceptionnelles, c'est toujours compliqué. Alors que, voilà, quand on est avec des gens normaux, on se dit, mais voilà, si je suis normal, ils sont normaux, ils y arrivent. Ça donne confiance. En tout cas, ça donne la capacité d'y aller, de passer le petit cap d'hésitation qu'on peut avoir au début. Je trouve ça extrêmement important, ton approche des gens normaux, c'est vraiment une réalité. Tu as fait 5 diagonales, donc tu veux finir ton cycle. Oui. Tu as Landré-d'un-Bourlon, tu as parlé d'autres randonnées. Pourquoi pas un deuxième cycle dans l'autre sens? Pas forcément. Tu verras. Les eurodiagonales aussi. Ben, j'ai envie de dire, ça dépendra Déjà, je continuerai tant que j'aurai du plaisir. Donc, est-ce que ce plaisir restera? J'en sais rien. J'ai pas on peut pas s'engager sur ce genre de choses. Mais tant qu'il sera là, j'en ferai. Et pourquoi pas un deuxième cycle? Oui, pourquoi pas. Mais c'est pas un objectif en soi aujourd'hui. J'ai tellement de choses à découvrir. Une fois que j'aurai fait les 9, comme tu dis, il y a les 6 euros diagonales. Ça en fait quand même quelques-unes. Il y a, je te disais, bon, l'année prochaine, c'est Londres-Bourlon. Il y aura Mhm. potentiellement le Mille du Sud. Il y a plein de belles épreuves, celles qui sont organisées par Stéphane Gibon. Je crois qu'il fait des choses extraordinaires. Ça m'intéresserait d'en faire une aussi pour rencontrer quelques. Voilà, donc il y a tellement de choses intéressantes à faire et à tester. Et voilà, est-ce que j'en ferai peut-être? Peut-être que je les ferai aussi pour découvrir avec quelqu'un ou faire découvrir. Ça m'intéresserait, parce que pour moi, je l'ai fait seul, de faire découvrir les diagonales. C'est ce que j'ai fait sur le Paris-Brest, hein. J'étais avec d'autres personnes qui ont souhaité le faire avec moi. Mais oui, la transmission, je pense qu'elle est importante, hein, dans la longue distance. C'est vraiment la transmission et faire venir des gens à cette pratique. Hein, je pense que ça fait vraiment partie souvent des gens enfin, ça caractérise les gens qui font de la longue distance,
en tout cas pour nombreux d'entre eux, c'est de transmettre ça et de transmettre ce plaisir à d'autres. Donc pourquoi pas le faire, oui, refaire des diagonales, pas forcément un autre cycle dans l'autre sens, ça peut être le même, peu importe, mais de le faire différemment en partageant ça avec d'autres personnes parce que c'est plaisant aussi de regarder le plaisir des autres. Exactement. Une dernière question. Christophe, t'indiquais qu'en arrivant à Hendaye, sur je ne sais pas quelle diagonale, tu as continué à faire encore 60 Oui. kilomètres après. Quand tu arrives au terme d'une diagonale, c'est quoi le ressenti? C'est du plaisir, de la satisfaction, c'est de l'euphorie? Alors, il y a eu tout. Je crois qu'il y a eu tout. Il y a tout eu. Il y en a eu. La première, c'était l'euphorie. Oui, la première, c'était l'euphorie. Je crois que là, il y avait pas. Donc, quand on a réussi un objectif pareil qu'on prépare depuis un an et dont on n'était pas certain, évidemment, hein, avec tout ce qui s'était passé à l'époque, le Covid, etc. Enfin, voilà, j'avais aucune certitude sur rien du tout. Donc, c'était l'euphorie. Le manquement vient très rapidement derrière, hein. Le besoin de repartir, le besoin de repartir revient très très rapidement, très très rapidement. Donc ça peut être. Maintenant, j'ai parfois la frustration de terminer. C'est ce que j'ai eu l'année dernière. Je n'avais pas envie de m'arrêter. J'étais bien, j'étais bien, j'avais envie. Donc j'ai aussi envie de peut-être d'allonger un petit peu certaines épreuves. Pas forcément de faire des choses plus compliquées en dénivelé, etc. Mais d'allonger, parce que c'est vrai que c'est un plaisir intéressant. Et puis je vois que j'arrive en état physique en termes pas de douleur quelle qu'elle soit, donc en tout cas au niveau fessier, cervical et autres. Donc je pense que j'en ai les capacités d'aller plus loin en termes de distance. Donc pourquoi pas? Oui, des fois de la frustration aussi d'arriver, de pas avoir envie d'arriver. Les 30 derniers kilomètres, parfois j'ai pas envie d'arriver. Alors des fois j'ai envie d'arriver. La semaine dernière, j'étais content d'arriver parce que j'étais bien fatigué, mais non, non, il y a eu beaucoup d'émotions très différentes en fonction des diagonales. C'est assez marrant de constater que ça dépend en fait Alors après, on a la maturité. Évidemment, d'une année sur l'autre, on apprend moins de choses. On a déjà des certitudes sur certaines choses, donc on découvre pas la même chose et donc on ressent pas les choses de la même manière. Mais oui, oui, la première, c'est clair, c'était de l'euphorie. Maintenant, c'est moins de l'euphorie. Des fois, c'est du soulagement parce que c'est parfois compliqué. Et puis, des fois, c'est du regret. C'est-à-dire que ça passe vite. 4 jours, ça passe vite. 4, 5 jours, ça passe très vite, je trouve. En fait, on est tellement dans cette intemporalité de la diagonale, hein, que moi, je trouve que ça passe trop vite, hein. Ça passe trop vite, hein. Ton discours donne vraiment envie d'en faire une, en tout cas. Veux-tu ajouter une dernière chose? Ouais, les saristes, faut parler des saristes, c'est formidable ces gens-là. La première diagonale, j'ai la frustration d'en rater un. Je savais pas ce que c'était, j'avais lu ça chez GG Diagonaliste. Je dis, chouette, si je peux en rencontrer un vrai diagonaliste, j'en avais jamais vu, puisque j'avais, j'avais, j'avais jamais rencontré de diagonaliste. Et puis, il s'avère que c'était du côté d'Agen, et je crois que c'était, je vous ai oublié son nom, mais ça me reviendra. Il m'excusera. Et en fait, on a on n'a pas pris la même route sur l'endroit où il me cherchait. Donc, on s'est raté. Et ça a été une grosse frustration. Et j'ai eu la chance, la deuxième diagonale, où j'en ai eu quatre. Donc, quatre saristes sur une diagonale. À un moment, j'ai dit, mais je vais me faire éliminer parce que je roule trop souvent en groupe, tellement j'ai eu de kilomètres avec des saristes et que des gens formidables. Bon, Jojo, évidemment, Patrick, etc. Enfin, j'avais pas mal de gens. Et je trouve que c'est des moments sympas. On prend des nouvelles, on apprend des choses, on rencontre des fois, on apprend qu'on s'est déjà rencontrés. Moi, tu vois, c'est la semaine dernière, j'ai croisé Patrick dans le Massif central, qui t'avait vu la semaine d'avant sur ta diagonale. Donc, j'ai eu de tes nouvelles. Je savais que tout s'était bien passé, que ta météo n'avait pas été extraordinaire. Donc, vraiment, des gens sympathiques en plus, hein, des gens qui parlent énormément, qui discutent. Et en fait, Patrick, pour la petite histoire, on avait pris le petit déjeuner le matin du Paris-Brest ensemble, parce qu'on était dans le même hôtel et on avait discuté. Enfin, comme c'est quelqu'un d'extrêmement jovial, on avait papoté pendant 1 heure, c'était très sympa. Et donc, au bout d'un quart d'heure, la semaine dernière, ça nous a fait tilt, mais oui, on se connaît, on s'est déjà rencontrés, et c'était sympa. Donc, non, non, des gens tous différents, mais tous adorables. Et je pense que c'est un truc sympa. On attend cette première rencontre, ça reste. Alors, et en plus, j'avoue que j'apprécie d'autant plus, alors c'était le cas pour Patrick et Roger ce coup-ci, les saristes improvisent, c'est-à-dire les saristes qui viennent vraiment avec la feuille de route.
ils rencontrent pas, ils savent pas, mais voilà, c'est là, on voit quelqu'un arriver en face et sans savoir que c'est un sariste et au final, il vous accompagne sur 30, 40, 50 kilomètres. Et non, c'est des moments sympas enfin, je trouve que si on devait, moi, je changerais rien à l'organisation d'une diagonale. Aujourd'hui, la structure d'une diagonale, faire sa feuille de route, on n'a pas parlé du compte-rendu. On n'a pas parlé du compte-rendu. Le compte-rendu, c'est un moment. Alors moi, c'est assez marrant. Euh, le compte-rendu, il fait partie aussi de la diagonale au sens propre, c'est-à-dire que quand je suis sur mon vélo, en fait, j'essaye de capter beaucoup d'émotions qui vont me servir pour mon compte-rendu. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin ben voilà, je note plein d'instants, des choses qui peuvent être totalement négligeables pour d'autres, mais qui sont, voilà, à l'instant où je les vis, je me dis, tiens, ça va être sympa, je vais pouvoir le mettre dans mon compte-rendu, etc. Et c'est presque une angoisse du début de diagonale, c'est de ne pas avoir quelque chose à raconter. Mais en fait, on se rend compte que bah, l'aventure, elle est toujours là et qu'on a toujours des choses à raconter. Donc voilà, je suis en plein dedans là, en ce moment pour écrire mon compte rendu. Mais c'est vraiment des moments. Tu y seras d'ailleurs, Marc. Sache-le, ton nom est cité. Mais ouais, c'est des. Donc vraiment, moi, je ne changerais rien sur une diagonale. Les séries, je ne changerais pas. La feuille de route, je ne changerais pas. Le compte rendu non plus. Donc en fait, je ne vais pas dire que ça a été fait pour moi, mais en tout cas, je m'y complais. En tout cas, donc là, le récit, c'est la troisième vie de la diagonale, avant, pendant, Ah oui, après, pendant le récit. exactement. On arrive au terme de cet enregistrement. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir participé. Merci d'avoir Merci. partagé ton expérience et ton enthousiasme, surtout à nous engager. J'ai oublié de Ah, dire, tous les diagonalistes, sachez que j'habite sur l'itinéraire du Dunkerque-Andaille et que globalement, vous pouvez même dormir à la maison. Je suis à 200 kilomètres d'Andaille, c'est pas mal. waouh! Voilà. Ça, Donc, pas de problème, tu peux passer mon téléphone. Je suis sur la route. Je suis pas encore sariste, mais c'est pas bien parce que je dirais, le grand ordonnateur des saristes, il est juste Bernard, à côté de chez toi. eh ben, il est dans le même club que moi, hein, des randonneurs aquitains. Donc, il va falloir que je m'y mette. Hein, et j'ai qu'une diagonale qui passe à côté de chez moi, mais c'est vrai que l'année dernière, je l'ai faite et j'ai dormi à la maison, hein, puisque c'était exactement la, Ok. la, la bonne, le bon découpage pour 4 jours entre Dunkerque et Hendaye. Donc Voilà, voilà un futur sariste. voilà. Merci beaucoup à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires ou bien sûr une diagonale à partager. Merci à tous. Merci Christophe. Merci Marc. Au revoir.